Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Brusson, cofondateur, directeur général de Blablacar. Bonjour. Bonjour. Alors, plein de choses à se raconter ensemble parce que c'est l'été. Et l'été, tiens, on se dit qu'a priori, c'est ce qui se dit que pour vous, ce serait l'été de tous les records pour Blablacar, que ce soit via vos deux activités principales qu'on connaît évidemment, les lignes de car, le covoiturage. On s'oriente vers une année record et en tout cas un été record. Alors, on s'oriente clairement vers une année record. 2022 était déjà une année record. Donc c'était ce qu'on attendait en 2022, c'était le retour à la normale, parce qu'on a quand même eu 2 années, 2020-2021, forcément pénibles pendant la période Covid. Et en réalité, 2022, c'était pas le retour à la normale, c'était une nouvelle normale, dans le sens où il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est qu'on est dans un monde où le prix de l'essence a largement augmenté par rapport à 2019. Donc finalement, j'ai envie de dire, le bon sens de faire du covoiturage pour des conducteurs et des conductrices a augmenté et partager ses frais a beaucoup plus de sens. Et on est aussi dans un monde d'inflation, de taux d'intérêt élevés dont on parle beaucoup et donc qui pousse une partie des passagers et de la demande vers du transport cette inflation, low cost. justement, ces taux d'intérêt qui montent, ces tarifs du TGV qui sont quand même de plus en plus inabordables, ou même les prix des billets d'avion aussi qui flambent, tout ça finalement, ça joue en votre faveur. Ces deux facteurs jouent en effet en notre faveur, des deux côtés. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. C'est-à-dire du côté à la fois les conducteurs et les conductrices qui offrent, sur la partie covoiturage, qui offrent des sièges disponibles. Finalement, plus on a de l'essence chère, plus ça a du sens économiquement de partager ses frais. Et en effet, sur la partie demande, on a des trains qui sont pleins, surtout sur la période d'été, et des tarifs qui ont augmenté à peu près partout dans les transports. Et donc finalement, on voit qu'il y a une partie plus importante de la demande passager qui se reporte vers des solutions plus entre guillemets low cost que sont le covoiturage, le car longue distance. Bon, est-ce que vous continuez à ouvrir des nouvelles lignes? Je le sais, oui, depuis la France vers l'Europe, j'en ai vu plein, l'Italie, le Portugal, la Suisse, les Pays-Bas. Ça se passe comment? Sur la partie car longue distance, aujourd'hui on est quand même centré sur la France, c'est-à-dire que le gros de ce qu'on va servir, c'est vraiment le marché domestique français, mais on a des lignes qui font entre 800 et 1000 km. Et petit à petit, je veux dire, ça s'étend un peu comme un nénuphar, et en effet, on va jusqu'à Rome, on va jusqu'en Croatie, donc on a des lignes assez longues, et on a pour vocation de s'étendre progressivement sur le territoire européen. Ceci étant dit, le bus en Europe, c'est un tiers du bus global dans Blablacar, les 2 tiers sont en fait dans des pays émergents. Donc là, on voit la plus grande croissance sur notre activité bus, c'est en fait pas en France, pas en Europe, où on voit une belle croissance et un très fort rebond post-Covid, mais c'est plutôt dans des pays comme Brésil, Ukraine, on a des très beaux chiffres en Ukraine en ce moment, Pologne, et puis à terme, on ira lancer ça dans des pays comme l'Inde, le Mexique, etc., qui sont des plus gros marchés, beaucoup plus gros marchés de car longue distance que l'Europe. Juste un truc en termes de prix, je me demandais, un Paris-Nice en TGV, encore que par rapport à un Paris-Nice en car, c'est quoi la différence de prix? Ça varie énormément, c'est-à-dire que... En gros sur les cars, sur les longues distances. Alors Paris-Nice, je ne l'ai pas, mais typiquement... Je prends le seul qu'il a pas. Et Paris-Nice, c'est très très long, mais sur des trajets, peut-être plus, là on voit le plus de volume, ça va être plus sur des Paris-Rennes, des Paris-Lyon, des trajets comme ça. Le car, on va avoir des prix d'entrée autour de 10 euros. On va démarrer autour de 10 euros, et les prix moyens, ça dépend de la saison, mais pendant l'été, on va être entre 20 et 30 euros. Le train, en gros, ce que je comprends, c'est que plus de la moitié des billets train sur ces routes sont au-delà de 45 euros. Donc en gros, on a plus de la moitié de la demande qui se fait à 45 euros. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que last minute, c'est-à-dire qu'en gros, tous les gens qui vont se décider pour un week-end à 2, 3, 4 jours en avance, les prix sont non seulement élevés, mais souvent, c'est même plus une histoire de prix, c'est simplement que c'est complet. C'est-à-dire que les trains sont pleins. Il y a aussi une sorte de prix, je me dis, quand on réserve un car en last minute, on le paye plus cher aussi que si on l'avait... On le paye plus cher, mais en fait, on paye toujours moins cher globalement que le train. Oui. Encore une fois, c'est du cas par cas et ça dépend. Et puis des fois, ça devient la seule solution qui reste. Ouais. Donc la France, ça reste encore votre plus gros marché, même si la croissance n'est pas... Alors, non, la croissance est toujours bonne. Maintenant, elle est moins explosive que dans les autres marchés parce qu'on commence à atteindre une certaine maturité. Maintenant, en France, ce qu'on a fait, c'est vraiment augmenter le nombre de produits. C'est-à-dire que si on regarde il y a 4-5 ans, la France, c'était du covoiturage longue distance. Donc l'activité cœur pour laquelle on est le plus connu. On est devenu ce qu'on appelle multimodal. Donc on a rajouté les cars longue distance et on a lancé le covoiturage domicile-travail.
Et la répartition entre les trois en termes de business, de chiffre d'affaires? Alors, pourcentage? si on regarde ça sur la France, Ouais. en gros, sur la longue distance, ça va être 2 tiers covoiturage, 1 tiers car longue distance. Donc le Ouais. covoiturage est plus grand. Maintenant, c'est contre-intuitif parce que si on regarde un axe comme Paris-Rennes, en fait, on fait beaucoup plus de cars que de covoiturage. Donc ce qui est intéressant de mentionner, c'est que le covoiturage longue distance, en fait, n'est quasiment pas ou plus en concurrence avec le car longue distance ou les trains, ou les Ouigo, etc. Et ça va être plus des trajets beaucoup plus granulaires. Mais en répartition de chiffre d'affaires, encore une fois, d'activité, si Eh ben, ça suit ça à peu près, hein. Donc c'est à peu près ce que je dis Donc en deux nombre de tiers, passagers. Ça va être 2 tiers sur le covoiturage longue distance pour la France, 1 tiers sur le car. sur le car. Et le covoiturage courte distance, ça reste balbutiant. Ah non, le covoiturage, donc là c'est vraiment ce qui a décollé. Donc c'était balbutiant, j'ai envie de dire, en 2019 parce Ouais. qu'on lançait ça. Et là, enfin, finalement c'est ce qui s'est passé sur les 2-3 dernières années. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait planté en 2018-2019 a en réalité, d'un point de vue technique, d'un point de vue régulation, a poussé en 2020-2021 et on a vu un peu tous ces fruits en 22-23. Donc non, aujourd'hui, en nombre de passagers transportés et en chiffre d'affaires, Ouais. ça commence à représenter quelque chose d'assez important. Mais là, on est sur une activité qui est légèrement différente, hein. On est sur du domicile-travail, Oui. des Oui. trajets pendulaires de 20 à 40 km, Ouais. avec un Et business. ça s'apprend. Et ça s'apprend. Ah oui, ça commence à représenter, une partie du chiffre d'affaires importante, et en nombre de passagers, alors avec des prix beaucoup moins élevés, on est à 2, 3, 4 euros par trajet en moyenne, hein, donc on va dire 3 euros en moyenne. En nombre de passagers, ça représentera plus de passagers que le covoiturage longue distance. Ouais. Pas cette année, mais l'an prochain, en gros. Ça va être le. Et pour 2-3 euros, les conducteurs prennent des gens comme ça. Parce qu'il y a la prime aussi, il faut dire, on ne l'a pas dit. Alors, Il y a la prime gouvernementale de 100 euros qui a été lancée en début d'année. On se dit que c'est quelque chose qui a pu accélérer ce. Alors ça accélère covoiturage. principalement, ça accélère le covoiturage en général. Ouais. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui il y a une véritable volonté politique en fait de développer le covoiturage et de trouver, finalement de régler à la fois le problème climatique et un problème de pouvoir d'achat, parce que ça règle les deux, hein, finalement, sur notamment le domicile-travail, plus que sur la longue distance. Donc oui, ça a contribué à l'accélération du domicile-travail. L'autre aspect qui est assez fondamental, c'est tout ce qui a été construit finalement, et tout ça, on n'a pas eu le temps de le voir se mettre en musique pendant la Covid, mais en 2019, quand la LOM, la loi d'orientation des mobilités, a été votée, ça intégrait le covoiturage, domicile-travail, comme moyen de transport public. Et ça permet à tout un tas de régions de subventionner le covoiturage domicile-travail. Donc en fait, le business model... En comment d'ailleurs? Alors, c'est une partie... Avec des airs de... Non, en fait, c'est vraiment une subvention au même titre que le métro est subventionné. C'est-à-dire que le passager va payer potentiellement 0 ou 1 euro et le conducteur ou la conductrice va recevoir 3 euros. Et la région va payer le delta, va payer 2 euros. Évidemment, nous, on se rémunère en tant que plateforme pour organiser tout ça. Mais j'ai envie de dire, c'est presque un business model à la Transdev ou Keolis, où finalement, on apporte, sauf qu'on n'a pas de matériel, on apporte une communauté, une solution software. Mais en fait, on organise une partie de la mobilité dans des régions, et typiquement des régions peu denses, dans lesquelles c'est économiquement beaucoup plus viable d'essayer d'organiser, de mettre le covoiturage domicile-travail comme un mix de transport disponible pour la population, là où un tram ou une ligne de bus serait en fait trop cher parce qu'on est sur une zone peu dense. On peut dire qu'on est pionnier en France dans le covoiturage? Clairement, on l'a été, et ce qui est intéressant, c'est que on l'a été, j'ai envie de dire, sur le covoiturage longue distance quand on a lancé ça, où en réalité on était un peu trop tôt. Tiens, moi je me souviens des premières heures de Blablacar qui s'appelait covoiturage.fr, et les gens n'y croyaient pas du tout, jusqu'au moment où en fait tous ces business models se sont développés, notamment avec Airbnb. Et il y a un moment, on est passé de vous faites de l'autostop en ligne à ah non, en fait, c'est le Airbnb de la voiture. Et c'est vrai que ça a pris et ça s'est normalisé comme type d'activité, comme business model. Et ensuite, là, ce qui est intéressant, c'est que la France est maintenant pionnière sur se dire sur le domicile-travail, il faut faire des choses, il faut intégrer la voiture, essayer de transformer la voiture privée comme un objet de transport public d'une certaine manière. On n'y est pas aujourd'hui, on n'y est pas évidemment. On n'y est pas parce que le volume est gigantesque. En France, c'est 14-15 millions de Français qui utilisent leur voiture tous les jours. Et combien aujourd'hui font du covoiturage courte distance? Aujourd'hui, si on regarde ça, on est dans les... si on regarde ça par mois, si on organise, pas que nous, mais toutes les plateformes de covoiturage domicile-travail, on va être à peine au million. C'est en dessous du million.
de trajets organisés par mois. Hein. Alors qu'on Le parle 15 par 000, on jour. parlait par jour. Hein. Ouais. Donc ça reste tout petit, on est dans du même pas 1%. Il n'y a pas le risque que ça reste petit. Parce que pour un conducteur, c'est vrai que faire un détour pour 2 ou 3 euros, la question peut se poser. Bah, c'est une histoire de densité en fait, c'est-à-dire qu'au début c'est tout le problème de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire que dans ces places de marché, c'est-à-dire quand c'est peu dense, en effet, le conducteur doit faire un détour ou attendre et c'est un peu pénible. Et finalement, quand on commence à avoir de plus en plus de gens dans la communauté, on a de plus en plus d'options. Et donc géographiquement, c'est beaucoup plus facile, enfin, c'est plus facile de matcher les gens dans le temps et dans l'espace. Ouais. Et donc à partir de là, on se retrouve avec des temps de détour ou des attentes de plus en plus courtes et c'est de plus en plus intéressant. Mais les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, encore une fois, d'incitation. C'est ce que fait la France aujourd'hui. Je me dis avec des airs pour que les voitures puissent s'arrêter ou de... Ça peut être des aires, mais en fait, alors l'infrastructure, j'ai envie de dire, c'est rare de démarrer par l'infrastructure dans ce genre de... J'aimerais, mais c'est rare parce que ça prend du temps, c'est coûteux, c'est compliqué, et les gens s'organisent bien indépendamment des aires. Donc ça serait bien, des voies de covoiturage seraient encore mieux pour inciter les gens à partager. Donc là, ça serait pour gagner du temps. Ou les fils de taxi ou de bus. Exactement. Donc ça, Rêvons un peu. mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ceci étant dit, c'est pas non plus là pour le coup, ça existe aux États-Unis. Les fameuses carpool lanes aux États-Unis existent depuis toujours. C'est vrai ça. Donc c'est pas non plus, c'est plus facile là-bas parce qu'ils ont des autoroutes qui font 3, 4, 5 voies. Nous, quand on en a 2, c'est toujours beaucoup plus difficile pour un politique de prendre la décision d'en bloquer une pour du covoiturage. Mais encore une fois, c'est une histoire d'œuf et de la poule. C'est-à-dire que le moment où ça va vraiment décoller dans certaines régions, ça pourra prendre sens. Mais ça va plutôt démarrer par de l'incitation financière des régions et puis ensuite, à nous de faire un produit qui fonctionne. Marché français, le premier marché. Quels sont les autres marchés juste derrière? Et puis quels sont ceux où ça décolle vraiment? À la fois covoiturage et... Oui, aujourd'hui, si on regarde distance. ça plutôt, j'ai envie de dire, en volumétrie de passagers, en usage, qui est en fait, pour nous, ça démarre par l'usage et puis ensuite le revenu suit et on a toujours été relativement patient pour d'abord vraiment cimenter l'usage, la confiance dans la communauté, rajouter les bus, etc. Aujourd'hui, la France représente moins d'un quart de la volumétrie. C'est-à-dire que c'est moins d'un quart des passagers en 2022, et ça sera encore moins en 2023, sont transportés en France. Et plus de la moitié sont déjà hors Europe. Donc c'est le Brésil. Le Brésil sera plus gros que la France l'an prochain. Enfin, même peut-être On parle en passagers. En passagers Donc, pas en revenus. Pas que ce soit covoiturage ou... Sur l'ensemble du pays, dans autocar. tous les modes de transport, le Brésil devrait dépasser la France entre fin 23 et courant 24. C'est à peu près ça la tendance. Et derrière, on a des pays comme Mexique et Inde en particulier. Inde, on voit des croissances absolument phénoménales. Donc aujourd'hui, ça représente en nombre de passagers... Dans les autocars, en Inde. Non, sur le covoiturage. Covoiturage on n'est que aussi. sur du covoiturage. Et en fait, le modèle qu'on déploie, c'est d'abord, j'ai envie de dire, l'activité de départ qui était le covoiturage longue distance. On introduit ensuite le car, mais qui est un business model de place de marché. Hein. Donc on peut-être rappeler ça, mais on ne possède pas de car, on n'embauche pas de conducteurs directement. En fait, on passe par des partenaires. Les Blablabus, ce sont des... Non, ce sont des partenaires. Il y a derrière plus de 60 autocaristes. Ah d'accord. Ouais. Qui sont des noms qu'on connaît peu, en fait, qui sont souvent des fois des petites et moyennes entreprises, des fois un peu plus grosses, mais qui ont en fait un parc d'autocars qu'ils vont utiliser pour tout un tas d'activités et que nous, on va mobiliser sur certaines dates. Et donc finalement, on a si vous me posez la question de quelle est la flotte de bus de Blablacar, c'est zéro et où ça fluctue. Parce qu'il y a la beauté du modèle, en fait. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup plus déployé pendant l'été, beaucoup moins juste avant l'été, beaucoup moins juste après l'été. Donc ça permet de flexibiliser le coût de flotte. Et ensuite, ces bus vont être utilisés potentiellement pour du scolaire, pour des corporate events ou des choses comme ça. Bon, c'est une question qu'on vous a déjà posée, mais je vais la reposer évidemment. Vous êtes une des premières licornes, les plus connues. À quand la rentabilité? Je disais que Flixbus affirme gagner de l'argent en France sur ses lignes d'autocar longue distance. Vous aussi? Oui. Non, l'activité... Qu'est-ce qui est profitable aujourd'hui chez Blablacar? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, toute l'activité européenne est profitable. Maintenant, si on regarde, si on met quelques grands chiffres, quelques grandes directions là-dessus, 2022, on était proche... on n'était pas profitable, donc non profitable en 2022, mais proche de la profitabilité. 2023 reste à écrire, l'été, et donc là on se parle avant l'été, après l'été, c'est toujours plus facile de faire les projections de fin d'année. Mais l'idée, c'est à partir de maintenant de faire de la croissance profitable. Donc
Donc On 2023 verra. peut-être l'année de la profitabilité pour... On verra, voilà, ça reste à écrire. Donc, mais le but, en tout cas, on est en train de passer ce cap, là, au niveau global, hein, pas simplement en France, en tant que société, de livrer de la croissance profitable. Et donc maintenant, c'est trouver cette équation. Et moi, j'aime bien regarder cette fameuse règle des 40, qui est en gros, qui marche bien pour les sociétés de notre taille ou les sociétés de software, c'est de se dire, si je fais 40% de croissance, c'est OK de faire quasiment zéro EBITDA. Si je fais 30% de croissance, il faut que je fasse 10% de marge d'EBITDA. Et donc, ce sont un peu des vases communicants de croissance et de profitabilité. Ça a l'air simple comme ça. Faire 40% de croissance, c'est quand même tendu sur les volumétries sur lesquelles on est. Mais si on fait un peu moins, on doit commencer à devenir profitable. Donc, on essaye de se donner ça un petit peu comme cadre, ou de faire même mieux que ça, de cadre de discipline, un cap de croissance long terme, organique, hein, je parle, de croissance organique qui sera probablement dans les 25-30%, et un niveau de profitabilité qui est donc dans les 10-15%. Donc ça, c'est l'objectif. Je ne me rends pas compte, je sais que c'est confidentiel, mais en chiffre d'affaires, c'est quoi le chiffre d'affaires de Blablacar? Je sais que vous ne communiquez pas là-dessus, mais je me dis, qu'est-ce que ça génère? Parce que vous êtes partout dans le monde, il y a des millions de gens qui utilisent vos services. Qu'est-ce que c'est en chiffre d'affaires? Alors, le chiffre d'affaires en 2022, on a fini légèrement en dessous de 200 millions d'euros, donc 197 millions d'euros. Voilà, ça c'est un chiffre précis. Alors, pour être clair, le chiffre d'affaires, pour rappeler le business model, c'est, alors je simplifie un petit peu, mais c'est en gros la somme des commissions qu'on prend sur le volume d'affaires. Hein. Exactement. Donc, le volume d'affaires est beaucoup plus grand que ça, donc ce qui est transacté sur la plateforme. Et nous, on est à 197 millions en 2022. Il y a des objectifs que vous fixez en termes de chiffre d'affaires à horizon 3 ans, 5 ans? Oui, et ça, par contre, on ne les communique pas encore, parce qu'on y travaille encore. Mais donc voilà, on en est. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ça à deux chiffres, en fait. Hein. Si on regarde ça à 2021, on faisait tout juste 100. Donc le business a doublé en termes de revenus entre 2021 et 2022. Mais probablement plus intéressant, c'est de regarder ça et de le comparer à 2019, qui est en fait la dernière année normale, enfin en tout cas pré-Covid. Et en 2019, on était à 135, donc était en gros la meilleure année. Donc ce qui est assez frappant là-dessus, c'est que beaucoup de boîtes de transport parlent de est-ce qu'on a retrouvé les niveaux de 2019? Nous, on est largement au-dessus des niveaux de 2019. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qu'on a planté finalement en 18-19 et qu'on a continué d'arroser en 2020-2021, pas en activité, mais en développement produit, tech, etc., ont porté leurs fruits en 22 et en 23. Et donc on se retrouve quasiment 40% plus haut, ou même plus en 22. Tout ça, on se quitte là-dessus, tout ça sans besoin de lever de nouveau des fonds. C'est que c'est compliqué aujourd'hui de lever de l'argent quand on n'est pas estampillé intelligence artificielle. Est-ce que, il y a besoin de lever des fonds bientôt? Et la bourse là-dedans, les marchés financiers, le CAC 40 est quand même sur des quasi points hauts, même si on est un petit peu en dessous. Est-ce que, je sais que c'est pas... Donc lever de fonds, non. Aujourd'hui, comme je l'ai décrit, le but, c'est de livrer cette croissance profitable avec ce que je décrivais brièvement, la règle des 40. Donc ça, c'est l'objectif qu'on se fixe pour la suite. Donc voilà, on part d'une base quasiment de 200 millions, donc on peut regarder ce que ça fait en termes de croissance et de profitabilité. Bourse, ce n'est pas un sujet court terme. Ensuite, long terme, on se pose toujours la question, mais est-ce qu'on s'y prépare aujourd'hui pour la deuxième moitié de l'année ou la première partie de 2024? Non, pas encore. Donc, mais horizon 2025, pourquoi pas? Tout est possible, oui, tout est possible. Bon, voilà, merci de passer nous voir, c'est toujours un plaisir. Nicolas Brusson, Merci. cofondateur, directeur général de Blablacar, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.